Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe que la plupart des créateurs d'entreprises connaissent un peu trop bien. D'un côté, on a cette volonté farouche de faire grandir sa boîte, et de l'autre, on se heurte à un besoin vital, mais souvent complètement ignoré, l'indépendance opérationnelle. Et on va voir que c'est un enjeu qui détermine ni plus ni moins la survie de nombreux projets. La vraie question, celle qui fâche, mais qui révèle absolument tout, c'est celle-ci. Est-ce que l'entreprise pourrait survivre 90 jours sans son fondateur? C'est le test décisif. En fait, c'est ce qui permet de savoir si on a affaire à une véritable entité économique autonome, capable de générer de la valeur toute seule, ou si on a juste créé un emploi extrêmement exigeant, mais déguisé en entreprise. Pour comprendre tout ça, voici notre plan de route. On va d'abord explorer le piège du fondateur, puis on parlera de la pénalité de valorisation cachée, on verra ensuite comment construire une tour de contrôle efficace, mettre en place des systèmes intelligents, pour enfin réussir cette fameuse transition d'opérateur à architecte. On attaque tout de suite avec notre première partie, le piège du fondateur. 53%, c'est un chiffre qui devrait faire clignoter des voyants rouges partout. Plus de la moitié des fondateurs fonctionnent bien au-delà de leurs limites physiques et psychologiques. Parce que, soyons clairs, l'énergie humaine, ce n'est pas une ressource illimitée. Quand absolument chaque décision repose sur les épaules d'une seule personne, de la grande stratégie jusqu'à la validation d'une petite facture, c'est toute la structure qui fonce droit dans le mur. Le créateur devient littéralement le plafond de verre de sa propre entreprise. Et cette dépendance n'attaque pas seulement la santé, elle détruit littéralement la valeur financière de la boîte. Lors d'une revente ou d'une levée de fonds, les entreprises ultra dépendantes de leurs dirigeants se prennent une décote massive. On parle d'une perte de valeur allant de 30 à 50%. Pour un investisseur, un fondateur soi-disant indispensable, ce n'est pas du tout un atout. C'est perçu comme un risque critique. L'entreprise est perçue comme fragile, donc elle vaut moins cher. C'est mathématique. Pour donner un peu de chair à ces chiffres, Julien Labruyère, un entrepreneur de terrain, le résume avec une franchise assez brutale. Porter toute la pression sur ses seules épaules amène des moments d'épuisement profond, voire de dépression. C'est ce fameux coût émotionnel de l'entrepreneuriat dont on parle peu. Quand il n'y a aucun relais solide, la charge mentale devient juste insoutenable. Attention cependant à ne pas tout confondre. Il y a une énorme différence entre le stress classique d'un lancement de projet, qui est temporaire et gérable, et le vrai burn-out du fondateur. Le burn-out, c'est chronique. Ça altère complètement le jugement, ça pousse à prendre des décisions stratégiques désastreuses, et surtout, un simple week-end de repos ne suffit plus du tout à réparer les dégâts. On perd totalement en lucidité. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la pénalité de valorisation cachée. Concrètement, comment s'installe cette dépendance ? C'est simple, c'est l'effet entonnoir. Le dirigeant devient le goulot d'étranglement par lequel tout doit passer. Or, une entreprise ne peut physiquement pas croître plus vite que la bande passante de la personne qui la dirige. S'il faut une signature pour valider un simple devis, une ligne de code ou une embauche, la croissance est instantanément verrouillée. Et le jour où on décide de vendre, cet effet entonnoir se paie très cher. Les acheteurs ne sont pas fous, ils vont imposer des conditions très dures pour se couvrir. On va voir apparaître des compléments de prix étalés sur des années, ce qu'on appelle les earn-outs, des retenues de garantie énormes, et souvent l'obligation stricte de rester salarié de sa propre boîte pendant une longue période. Au bout du compte, c'est beaucoup moins d'argent frais le jour de la signature. Alors, comment on sort de ce piège ? C'est notre troisième partie, construire la tour de contrôle. Quand on regarde les données sur l'absence de structure, ça fait froid dans le dos. Un leader complètement cramé, c'est 42% de risque d'échec sur le développement produit, par manque d'alignement avec le marché. C'est aussi un risque de 30% de perdre totalement le cap stratégique. Quand la personne aux commandes s'effondre, c'est tout simplement l'édifice économique qui s'écroule avec elle. Heureusement, il y a un remède, et il tient en 3 grandes étapes. D'abord, documenter les systèmes. Ensuite, bâtir une vraie structure avec des rôles extrêmement bien définis. Et enfin, automatiser à fond les tâches répétitives. C'est la feuille de route exacte pour transformer une boîte qui navigue à vue en une organisation capable de tourner toute seule. D'ailleurs, voici un principe en or à appliquer tout de suite, la règle de 2 fois. C'est basique. Si une tâche doit être faite plus de 2 fois, on la systématise et on la documente. C'est l'antidote parfait contre la charge mentale inutile. Fini de dépendre de la mémoire d'une seule personne. On transforme un savoir invisible en un véritable actif pour l'entreprise. Passons maintenant à la pratique avec notre quatrième point, la mise en œuvre de ces systèmes intelligents. Alors attention, on ne parle pas de créer des manuels de 200 pages qui vont prendre la poussière dans un placard. Un bon système, ça doit vivre. Ce sont des standards numériques, simples, interactifs, auxquels n'importe qui dans l'équipe peut accéder en 2 clics. Le but ultime,
que n'importe quel collaborateur puisse prendre un processus de A à Z et l'exécuter de façon 100% autonome. Concrètement, par quoi on commence? Il y a 5 fondations, 5 processus standards incontournables. L'intégration des clients pour rassurer et sécuriser le chiffre d'affaires, la facturation et les paiements, le recrutement et l'intégration des nouveaux membres, le machine des réseaux sociaux et bien sûr le support client. Une fois que ces 5 blocs sont bétonnés, on a un vrai filet de sécurité pour encaisser la croissance. Et quand ces process sont bien huilés, c'est là que la magie opère. Accueillir 10 nouveaux clients ou 3 nouveaux employés dans la même semaine ne déclenche plus de crise de panique en interne. L'entreprise absorbe le volume avec une fluidité déconcertante. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça ne demande quasiment plus de supervision de la part du dirigeant. Ce qui nous amène à notre dernière étape, et sans doute la plus passionnante, le passage d'opérateur à architecte. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a le fondateur réactif, coincé à 60 heures par semaine, qui court partout parce qu'il n'a aucun système. Et de l'autre, le fondateur architecte. Lui s'appuie sur une équipe autonome, bosse 20 à 30 heures par semaine et fait un vrai travail de stratégie. À chiffre d'affaires égal, la qualité de vie et la valeur réelle de l'entreprise n'ont absolument plus rien à voir. Il y a cette citation remarquable du psychiatre Viktor Frankl, « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace, et dans cet espace se trouve notre liberté. » Dans le monde entrepreneurial, cet espace de liberté, ce sont les systèmes qui le créent. Ce sont eux qui font barrage au chaos quotidien et protègent l'énergie de l'équipe dirigeante. C'est là que réside la vraie liberté d'entreprendre. Mais alors, que fait cet architecte toute la journée s'il ne gère plus les urgences? Eh bien, il se concentre sur ce qui a un impact massif. Il crée de nouveaux systèmes, il affine la vision à long terme, il définit les priorités du trimestre, il coach ses managers et il prépare le terrain pour l'innovation. L'opérationnel quotidien ne l'encombre plus, c'est la machine qui gère ça toute seule. Pour conclure, tout se résume à une question assez frontale. Est-ce qu'on est en train de bâtir un système robuste, capable de nous survivre? Ou est-ce qu'on s'est juste créé un job très bien payé, mais qui s'éteindra le jour où on posera les stylos? C'est en faisant ce travail de fond sur l'indépendance opérationnelle qu'on quitte le piège pour atteindre la vraie liberté. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage.